Donc le titre de ce cours est « Évolution du système solaire et des planètes et habitabilité ». On commence par la définition de l'habitabilité. Qu'est-ce que l'habitabilité? Bien, c'est l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une vie active puisse exister, même si elle n'existe pas. Donc sur Wikipédia, on trouve que c'est la mesure de la capacité d'un corps astronomique, une planète ou un satellite, de développer ou d'accueillir la vie. La vie telle qu'on la connaît, évidemment, ça va des fleurs, en passant par les animaux aux humains. C'est le seul exemple de vie qu'on connaît à l'heure actuelle. Quelles sont les conditions pour avoir l'habitabilité? Tout d'abord, il faut une source d'énergie, il faut donc une possibilité d'entropie, de mouvement, il faut que l'eau soit liquide, il faut qu'on ait de l'eau liquide, et en tout cas un milieu aqueux, et des nutriments. Donc on va retenir les trois conditions suivantes, énergie, eau liquide et nutriments. Par contre, sur Terre, on a d'autres caractéristiques qui pourraient bien être fondamentales pour l'habitabilité. Première chose, c'est que nous avons un champ magnétique, nous avons une tectonique des plaques, nous avons du volcanisme, une atmosphère, de l'eau liquide avec un cycle de l'eau, une certaine pesanteur assez sympathique qui nous permet de nous déplacer sans faire des grands bonds, un cycle du carbone et une lune importante qui permet de stabiliser l'orientation de la Terre dans l'espace et donc permet d'avoir un climat relativement agréable. Et on a aussi des impacts de météorites qui nous apportent des volatiles ou qui permettent à l'atmosphère de s'échapper. On va évidemment se concentrer sur l'eau liquide, mais tous ces éléments sont importants. Les planètes du système solaire, donc celles que je viens de montrer ici, sont classées en deux groupes. Un groupe qu'on appelle les planètes telluriques et les planètes géantes. Un deuxième groupe, les planètes géantes. On va évidemment s'intéresser à ces planètes-ci, la Terre, Mars, Vénus et Mercure. Pourquoi? Parce que ces planètes sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Et on va définir ce que c'est. C'est le seul diagramme un petit peu imposant, je dirais, de cet exposé. Ce diagramme vous montre les phases de l'eau, liquide, solide, vapeur, en fonction de la pression et de la température. D'accord ? Prenons l'exemple de la Terre. À une atmosphère, on sait qu'on passe de l'état de glace à l'état d'eau liquide à 0 degré et de l'état de liquide à l'état de vapeur à 100 degrés, à une atmosphère. D'accord ? Ça, c'est en ce qui concerne la Terre. Les pressions atmosphériques sur Terre et les températures sont indiquées ici en bleu. Prenons la planète Mars. Sur Mars, nous avons des pressions atmosphériques, à l'heure actuelle, qui sont de l'ordre de 7-8 millibars, à peu près 1/100 de l'atmosphère terrestre. Donc la pression est beaucoup plus faible et les températures sont entre moins 150 degrés et plus 20 degrés. Donc on voit immédiatement que pour avoir de l'eau liquide, il faut être dans des conditions de température et d'ensoleillement extrêmes. Et c'est vraiment rare d'avoir de l'eau liquide à la surface de Mars à l'heure actuelle. Cependant, on va voir dans les slides suivantes qu'on a des traces d'eau liquide à la surface de Mars. Et donc cette planète a eu un moment dans sa vie où la pression atmosphérique et les températures étaient telles qu'on se trouve dans des conditions où l'eau liquide apparaît à la surface de Mars. En particulier, si on augmente la pression et qu'on augmente aussi l'atmosphère, on va avoir un effet de serre, donc on va augmenter les températures, donc on va bouger cette ligne mauve vers le haut et vers la droite, et donc rencontrer le domaine où l'eau peut être liquide à la surface de Mars. En ce qui concerne Vénus, Vénus est une planète qui est proche du Soleil, avec des températures extrêmement chaudes, une atmosphère extrêmement épaisse. On a une atmosphère 93 fois plus dense, plus importante que l'atmosphère de la Terre. Dans cette atmosphère, avec les pressions et les températures qui règnent, un effet de serre énorme,
on a des températures vraiment très très importantes, on peut fondre le plomb à la surface de Vénus. Évidemment, on n'a pas de conditions pour avoir de l'eau liquide à la surface de Vénus. Mercure n'a pas d'atmosphère, donc Mercure est dans des conditions de pression quasi nulles ou nulles et des variations de température très importantes entre le jour et la nuit. Le jour, comme on est très proche du Soleil, on a des températures très importantes. La nuit, des températures très froides. Donc, à nouveau, on n'a pas d'eau liquide. Donc, on voit immédiatement par ce diagramme et ce que je viens de vous expliquer que la Terre est dans une zone du ciel, ou par rapport à son étoile, le Soleil, où on a des conditions d'habitabilité, comme l'existence d'eau liquide à la surface de la planète, qui sont telles qu'on peut se dire que c'est une planète habitable. Et d'ailleurs, on sait qu'elle est habitée. Voilà, je vous présente maintenant la zone d'habitabilité. C'est une zone dans laquelle les températures, donc la distance par rapport à l'étoile, sont telles que, si on a une atmosphère, telle que l'atmosphère de la Terre, on a de l'eau liquide à la surface de la planète. Bien sûr, pour des étoiles, des soleils plus imposants et plus chauds, et qui donnent beaucoup plus d'énergie, la zone d'habitabilité va être plus loin de l'étoile. Et pour des étoiles ou des soleils plus petits, avec des énergies moins grandes, la zone d'habitabilité sera plus proche de l'étoile. Donc, quand on veut chercher des planètes habitables, si on va chercher, les astronomes cherchent dans la zone d'habitabilité, proche des étoiles, et cette zone d'habitabilité, on la rencontre très proche de l'étoile pour des étoiles petites et pour des étoiles massives relativement loin. Alessandro va vous montrer qu'en fait, la plupart des exoplanètes, donc des planètes en dehors du système solaire, quand on les trouve dans la zone d'habitabilité, ce sont des Jupiters chauds. Donc ce sont des grosses étoiles gazeuses qui sont proches, donc relativement peu habitables. Mais peut-être est-ce un effet lié à un biais d'observation. En tous les cas, dans cette zone d'habitabilité, on a actuellement dans notre système solaire la Terre, et Alessandro vous expliquera pourquoi la Terre est là à l'heure actuelle. Quand on s'intéresse à l'habitabilité, il me faut quand même mentionner le fait qu'en dehors des planètes telluriques, on a également des lunes dans le système solaire, et que ces lunes sont des mondes de glace extrêmement loin du Soleil. Cependant, en dessous de la glace, à la surface des lunes, on trouve des océans, de l'eau liquide en dessous de la glace. En dessous de la glace, plus on pénètre à l'intérieur de la planète, plus il fait chaud, ou de la Lune, plus il fait chaud, et donc on rencontre à un certain moment de l'eau liquide à l'intérieur de ces lunes. Donc évidemment, on a de l'eau, on a de l'énergie. Maintenant, il faut trouver des nutriments. Pour trouver des nutriments, il faut être en contact avec les roches. Donc tout ça, il faut l'analyser en détail. Cependant, les lunes du système solaire sont des mondes potentiellement habitables. Alors j'en reviens à la planète Mars, puisque je vous ai dit qu'on allait montrer que la planète Mars a été habitable, ou en tout cas on a des traces d'eau à la surface de Mars. Maintenant, il faut mettre un petit bémol, c'est que pour que la vie puisse exister et vraiment évoluer, il faut que cette eau reste assez longtemps à la surface de Mars. Donc, voilà. On va voir qu'on a des traces de cette eau au tout début de l'histoire du système solaire. L'existence de l'eau. D'où vient cette connaissance que l'on a de la planète Mars? Évidemment, de l'exploration spatiale. On a eu d'abord, on a eu les sondes Viking dans les années 60, etc., puis un petit creux dans l'exploration spatiale. Et à partir de 1997, on a lancé des sondes spatiales vers la planète Mars, à peu près chaque fois qu'on a pu, chaque fois qu'on avait une fenêtre de lancement. Comme Mars tourne en 2 ans autour du Soleil et la Terre tourne en 1 an autour du Soleil, pour avoir le chemin le plus favorable à un lancement de sonde spatiale, eh bien, il faut que Mars
et la Terre soient dans des conditions particulières, et ces conditions, on les retrouve tous les 2 ans, puisque Mars tourne en 2 ans autour du Soleil et la Terre 1 an. Donc tous les 2 ans, on a une fenêtre de lancement et on lance des sondes spatiales. Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Express, la première sonde spatiale européenne. On a envoyé des petits rovers, Spirit et Opportunity, à la surface de Mars. Mars Reconnaissance Orbiter, Phoenix en 2007. En 2011, on a envoyé Mars Science Laboratory, Curiosity. Et en 2013, on a envoyé MAVEN. En 2016, on enverra Trace Gas Orbiter et encore une sonde qui va déposer un petit atterrisseur. En 2018, un autre rover. Donc l'exploration spatiale bat son train. Et la sonde spatiale Mars Express, la sonde européenne, a ramené de splendides images de la surface, les autres sondes également. D'ailleurs, Mars Reconnaissance Orbiter a une caméra haute résolution qui est fantastique et qui ramène des détails de la surface de Mars qui sont incroyables. Mais en tout cas, depuis que Mars Express a été lancé avec un spectromètre à bord, avec des analyses, eh bien, on a beaucoup mieux compris l'histoire de Mars. Alors Mars est une planète assez intéressante parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas de mouvement des continents qui pénètrent dans le manteau et qui recyclent la surface, et des ridges médio-océaniques comme on a sur Terre, où on a du matériau qui remonte à la surface. Ça, on n'a pas. On a quelque chose de monoplaque. Donc, on n'a pas eu de resurfaçage lié à la tectonique des plaques. Ça veut dire que toute l'histoire de Mars est inscrite à sa surface. Et c'est ça qui fait de cette planète une planète très intéressante. Parce que, justement, on peut y caler l'histoire du système solaire. Il y a une image de Trace Gas Orbiter qui sera lancée en 2016 et le rover de 2018 avec un système de forage qui va ramener des échantillons et les analyser en 2018. En 2016, on aura également une mission qui m'intéresse particulièrement, c'est la mission InSight, parce qu'on est fortement impliqué à l'Observatoire aérien de Belgique, parce qu'elle va nous permettre d'obtenir des informations sur l'intérieur profond. On a à bord un séismomètre, des mesures de flux de chaleur et des mesures de la rotation de la planète. Et donc, on va avoir des informations sur l'intérieur profond. Cet intérieur est très important pour comprendre l'évolution de la planète. Mais on reviendra à ça plus tard. Alors, quelles sont les propriétés générales de Mars que l'on connaît? On sait que Mars a une atmosphère, donc on a une image ici. On sait que Mars a eu un champ magnétique. Sur la surface, dans les roches très très anciennes, on a observé l'existence d'un champ magnétique fossile. C'est un champ magnétique rémanent. Donc il est fossilisé, il est gravé dans la surface de Mars. Et il témoigne d'un champ magnétique au tout début du système solaire, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Voilà la carte de ce champ magnétique. On a des traces d'eau à la surface de Mars. Je vais aller assez rapidement, mais on a par exemple l'expression à la surface de reliefs sculptés par d'énormes flots d'eau. On a des méandres, on a des deltas de rivières. Voilà un exemple de méandre, voilà un exemple de delta de rivière avec ici le lit d'une rivière. On zoome sur une rivière à ce niveau-là avec Mars Global Surveyor et la caméra de Mars Global Surveyor. Ça, c'était une image de Viking à gauche. Voilà des images de Mars Express où on voit vraiment, on peut mettre en évidence l'existence de vallées et de systèmes de réseaux de vallées à la surface de Mars. Mais toutes ces rivières et tous ces flots ne vont pas vers un océan comme on a à la surface de la Terre, mais on a des ravinages et des rivières qui s'éteignent par moments à certains endroits de la surface. Donc quelque chose d'assez étrange a priori. On peut par exemple souligner ici que dans le cadre d'un cratère d'impact, on a eu plusieurs flots successifs. Donc, premier écoulement, par exemple, celui-là, deuxième écoulement, celui-là, et troisième écoulement, celui-là. Donc, on a des phénomènes où on a des flots intenses à la surface de Mars. Et tout ça, on a pu le repérer grâce aux sondes spatiales. Alors, je ne peux pas résister à vous montrer Valles Marineris, que j'adore.
C'est un énorme canyon qui nous fait penser au Grand Canyon américain, hein, et dont on a de splendides images, des vallées énormes, des vallées d'effondrement aussi, donc des effets d'effondrement à la surface de Mars, comme celle-ci, donc témoins d'eau souterraine, donc d'énormes réseaux de rivières et de deltas de rivières. Les rovers à la surface de Mars ont également montré l'existence de ce qu'on a appelé les myrtilles, les blueberries, qui sont de la grandeur d'une myrtille et dont la composition qu'on a pu analyser, témoigne de la présence d'eau à la surface de Mars, ou la présence de glace à la surface de Mars, qui est présente ici dans des cratères, dans des anciens cratères d'impact. Et même Phoenix, en 2007, a gratté le sol martien et a montré que, en faisant l'analyse, les scientifiques ont pu montrer qu'on avait la présence d'eau sous forme de glace dans le sous-sol martien. À l'intérieur d'un cratère, on trouve également de l'eau. On pourrait penser que c'est de la glace de CO2, mais non. L'analyse faite par Omega, par un instrument de Mars Express, a permis de montrer que ceci est vraiment de la glace d'eau à la surface de Mars. Donc, de l'eau, il y en a à la surface de Mars, et en tout cas, des traces d'eau liquide, on les voit dans le passé de Mars, au tout début du système solaire. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi, au tout début du système solaire, on avait une Mars humide avec des traces d'eau, alors que depuis 3,5 milliards d'années jusqu'à maintenant, Mars est sec, avec éventuellement de petits événements où on a des flots, mais essentiellement, la présence d'eau, on la trouve au tout début du système solaire. Alors, on va montrer qu'en fait, cette approche doit être interdisciplinaire et qu'il faut non seulement observer la surface de Mars pour avoir accès à la compréhension de l'histoire de la planète, mais aussi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, première chose, on a eu des impacts de météorites, et Alessandro Morbidelli vous en parlera. On a eu un bombardement tardif, qu'on appelle le Late Heavy Bombardment, qui a permis d'apporter des volatiles dans l'atmosphère et aussi de faire échapper une partie de l'atmosphère. On a un champ magnétique, je vous en ai parlé, on a du volcanisme, et ce champ magnétique, il est assez intéressant parce qu'il protège l'atmosphère des vents solaires. Et donc, en particulier, si on a, je prends maintenant le cas de la Terre, une biosphère avec de la vie, avec des plaques tectoniques, que se passe-t-il pour la Terre? On a des éléments comme à l'intérieur profond un noyau constitué de fer, un manteau convectif, on a une atmosphère, une croûte, une atmosphère et une magnétosphère liée à l'existence d'un champ magnétique sur Terre. Donc on a ce qu'on appelle une dynamo, liée soit à un refroidissement, soit à la précipitation de fer, donc à un mouvement dans le noyau liquide. Cette magnétosphère protège l'atmosphère de l'érosion par le vent solaire. Je fais un raccourci parce qu'il y a énormément de phénomènes qui entrent en jeu. Aujourd'hui, on avait une réunion où on a vu tout l'ensemble de ces phénomènes. C'était assez intéressant. Tous ces phénomènes sont étudiés. Comment est-ce qu'une atmosphère peut s'échapper d'une planète? Tous ces phénomènes sont étudiés en détail. On a également du dégazage en provenance du manteau. Et quand on a des planètes, on a une subduction avec du regazage et du volcanisme, et on forme la croûte, et on a en même temps du dégazage dans l'atmosphère. On voit immédiatement qu'on a affaire à quelque chose d'interdisciplinaire. Sur Terre, c'est comme ça. Sur Mars, je vous ai dit, c'est monoplaque. Donc au tout début de l'existence de la planète Mars, on a une dynamo, et donc on est dans ce cadre-là. À un certain moment, cette dynamo s'est éteinte, et le vent solaire a pu éroder l'atmosphère de Mars. Dans ce cadre-là, plus de dynamo, plus de magnétosphère, plus de protection, l'atmosphère peut s'échapper. C'est un des ingrédients qui permet d'expliquer une partie de l'échappement de l'atmosphère. Et bien sûr, il faut étudier ça à fond. Et c'est quelque chose qui est interdisciplinaire. Et aujourd'hui, on avait une réunion avec beaucoup de scientifiques qui sont ici dans la salle, qui
adresse tous ces réservoirs, depuis l'atmosphère, le manteau, le noyau et les interactions entre tous ces éléments pour comprendre comment une planète peut perdre son atmosphère, gagner une atmosphère, comment elle était au début de son évolution, quelles étaient les températures au début de l'évolution, est-ce qu'il y avait des continents, est-ce qu'il y avait de la tectonique des plaques, comment on crée la tectonique des plaques. Voilà l'ensemble des questions qu'on a abordées aujourd'hui. C'est un domaine qui est vraiment en recherche à l'heure actuelle et très très intéressant. Je fais 5 minutes sur les lunes, juste pour signaler que les lunes les plus importantes, comme Europe et Ganymède, Titan, ce sont des lunes où on a des océans internes, où on a pu montrer qu'en dessous de la croûte, on a de l'eau liquide. C'est en analysant des données des sondes spatiales comme la sonde spatiale Cassini, qui est actuellement encore dans le réseau des lunes autour de Saturne, et donc autour de Saturne, et elles nous ont donné des images extrêmement intéressantes de Titan. Les lunes de Jupiter, elles ont déjà été explorées, mais elles seront explorées dans le futur par une mission qu'on appelle JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, où on va aller vraiment se rapprocher de Ganymède, faire des vols rapprochés aussi d'Europe et de Callisto pour essayer de voir ce qui se passe à la surface et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces lunes. On sait par exemple que Ganymède et Europe ont des océans internes. Donc voilà, ça c'est ce que ça montre ici. Donc on a une croûte de glace, un océan. Alors cette croûte de glace, cet océan peuvent être directement en contact avec le manteau, où on peut avoir éventuellement encore une couche de glace profonde. Et ces conditions de pression et de température sont intéressantes à étudier. Pourquoi? Parce que si on a une couche de glace ici entre l'océan et le manteau, eh bien on n'a pas de contact entre l'eau et les nutriments, entre l'eau et les roches en dessous dans le manteau. Et donc c'est intéressant d'aller étudier ce genre de choses. Voilà une image d'Europe, donc monde de glace, quelques images splendides. Ça c'est une toute récente downloadée du web. Et Ganymède qui sera explorée par Jupiter Icy Moon Explorer. Sur Titan, on a Cassini était accompagné par un petit atterrisseur, Huygens, qui s'est posé à la surface de Titan, a ramené des images de Titan. Et Titan est une lune assez intéressante parce qu'il existe une atmosphère comme celle de la Terre. Et cette atmosphère, en fait, vous devez penser tout ce qui est eau sur Terre, vous le remplacez par éthane, méthane, etc. Et tous les phénomènes que vous trouvez comme l'existence de lacs, l'existence d'océans, enfin, tout ça, vous les retrouvez. Donc, il pleut là-bas, etc. Il y a des saisons. Tout ça, vous les retrouvez dans l'atmosphère de Titan. Donc, une lune très, très intéressante à étudier. Et d'autant plus intéressante qu'on a pu montrer qu'en dessous de la couche de glace proche de la surface, on a un océan liquide. Voilà pour Europe. Une autre lune du système solaire, c'est Encelade, dans le système de Saturne, où on a ici les griffures du tigre. À travers de ces failles s'échappe du gaz, et l'analyse de ces gaz nous a montré que c'était de l'eau également. Donc, de nouveau, une lune intéressante pour l'habitabilité. Quelques images ici de Encelade avec les panaches d'eau dans lesquels on va avoir des vols rapprochés dans le futur très proche par Cassini. Voilà, je vais laisser la parole à Alessandro parce que vous êtes là pour écouter l'histoire du système solaire surtout, et donc je lui laisse vous raconter ça.